Alors, maintenant dans la deuxième partie, on va voir la deuxième phase, la capitalisation, autrement dit comment tirer profit de nos expériences, de nos erreurs, de nos victoires. D'accord? C'est une des phases les plus négligées dans le monde du sport amateur, également dans le monde de l'entreprise. On passe d'une expérience à l'autre sans vraiment se poser pour capitaliser et on va voir l'impact, l'importance au niveau du mental. Alors, je reprends ici une citation d'Anthony Robbins, qui est un des plus grands entraîneurs mentaux du monde. Il n'y a pas d'échec, en fait, si tu sais en faire une occasion d'apprendre. Et c'est vraiment la clé de cette partie-là. Alors, on revient sur nos trois phases de la préparation mentale, la phase de réalisation, la phase de capitalisation, et puis celle qu'on verra en troisième partie, la phase de planification. Et donc cette phase de capitalisation, eh bien, elle commence par une étape émotionnelle. Vous savez, le passage de chacune de ces phases se fait par une étape émotionnelle. La phase ici de préparation à la phase de réalisation, hein, juste avant un match, juste avant de faire une séance d'entraînement, ben on a le trac qui monte, d'accord? C'est une phase émotionnelle. Là, cette phase-là, ben, c'est une phase de deuil-célébration. Quand on a fini une compétition, soit on a un succès et on doit célébrer, soit on a un échec et on doit faire le deuil pour pouvoir passer à autre chose. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, il y a deux étapes dans cette phase de capitalisation juste après une épreuve, mais ça peut être aussi juste après un entraînement. Vous faites un gros entraînement, une grosse sortie de 200 km, ben, c'est intéressant de capitaliser cette sortie-là. Vous faites un entraînement fractionné particulièrement fort ou une séance de musculation, c'est important également de capitaliser à ce niveau-là, d'accord? Donc, il va y avoir une étape émotionnelle, comme on l'a vu là, ok, et une recherche de solutions correctives. Si on ne fait pas ça, ben, s'il n'y a pas l'étape émotionnelle, on va se rendre compte qu'on va reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, ou on va rester en permanence dans le passé, ce qui va nous limiter. Et s'il n'y a pas une recherche de solutions correctives, ben, il y a de grandes chances qu'on applique toujours les mêmes techniques, les mêmes stratégies, etc. et qu'on se demande pourquoi on plafonne. D'accord? Donc consacrer du temps à cette phase de capitalisation, c'est vraiment un élément essentiel pour passer à un niveau supérieur. Alors, premièrement, la phase de capitalisation émotionnelle, il y a deux cas, échec ou succès. Hein. Après ma course, ou après mon entraînement, ben, ou soit j'ai réussi, et qu'est-ce que je fais? Soit j'ai échoué par rapport aux objectifs que je m'étais donnés. Hein. Un échec, qu'est-ce que c'est? C'est que je me suis donné un objectif et je suis en dessous. Un succès, c'est que je me suis donné un objectif et je suis dessus ou je suis légèrement au-dessus. Donc, ça permet au corps et à la tête de passer à autre chose. Ça, c'est très important de pouvoir tourner la page. Si on ne tourne pas la page, d'accord, en tournant la page, ça nous permet d'être dans le moment présent pendant les prochaines phases d'action, donc pendant les prochains entraînements, pendant les prochaines compétitions, ben, on est pleinement dedans et on ne traîne pas, consciemment ou inconsciemment, les histoires qui se sont passées. Voilà, j'ai chuté ou je me suis fait sauter dans le dernier sprint ou j'ai loupé la bonne échappée dans la dernière ascension et je reste avec ce blocage tant sur le plan émotionnel que sur le plan technique et physique. Et ça permet également de désamorcer ce qu'on appelle les mécanismes d'autosabotage inconscient, c'est-à-dire que clairement, soit par excès de confiance, parce qu'on a bien réussi, ou on s'endort sur ses lauriers, et on va faire des erreurs, soit par mésestime de soi, on va faire aussi des actes manqués. Donc tous ces processus-là, qui font qu'à un moment, on a tout pour réussir, et puis on ne réussit pas la course comme on le voudrait, on ne réussit pas notre entraînement comme on voudrait. Et la plupart du temps, ça vient que après les compétitions, les moments importants, on n'a pas capitalisé ce qui s'est passé, tant sur le plan émotionnel que sur le plan technique. Alors la première capitalisation émotionnelle, on va prendre le cas le plus connu, le plus
utilisé, c'est l'échec, d'ailleurs même le plus fréquent, hein. Vous savez que les plus grands champions, Michael Jordan en parle beaucoup, il a loupé beaucoup plus de paniers que ce qu'il en a réussi, même s'il en a réussi beaucoup, mais c'est parce qu'il en a échoué beaucoup. Donc l'idée, c'est de faire le deuil d'un point de vue émotionnel pour rebondir, d'accord? Vous avez des gens qui restent dans l'échec en permanence. J'ai échoué, je suis nul, et ils restent dans cet échec-là et ils perdent le truc, d'accord? Ou alors, ils ont eu des années de gloire et puis ben, aujourd'hui, ils ne sont plus, mais ils restent dans leur année de gloire. Ils n'ont pas fait le deuil et ils ne sont pas passés à autre chose. Donc, clairement, eh bien, là, nous, en préparation mentale, certains disent que c'est un peu utiliser un marteau-piqueur pour tuer une mouche, mais ceci dit, on utilise une technique simplifiée de deuil pour pouvoir vraiment se libérer et passer à autre chose, et c'est très important. Donc, le travail, ça va être de traverser les émotions sans les renier, parce que beaucoup de sportifs, mais c'est vrai aussi pour des chefs d'entreprise, c'est vrai aussi pour des mamans ou des papas, d'accord, qui, bon ben ok, on étouffe ces émotions et on passe à autre chose, donc on renie les émotions. Et ça, c'est très clairement, elles vont rester et elles vont ressurgir à un moment où on s'y attend le moins, d'accord? Et aussi, pas rester dans l'émotion, c'est-à-dire qu'à un moment, on est dans la déception, et on reste dans la déception, ou dans la colère, et on y reste dedans. Alors même si on arrive à passer à autre chose, cette colère, elle reste en nous, parce qu'on n'arrive pas à la traverser. Donc on va voir ensemble comment la traverser. Et autre point qui est important, c'est de ne pas chercher à analyser trop vite, c'est-à-dire de passer tout de suite à l'étape d'analyse et de recherche de solutions. Okay, donc autrement dit, de ne pas faire l'étape 2 avant l'étape 1. Après une course, après un match, ok, eh bien d'abord on va vivre les émotions, on va passer par toutes les émotions et on va éviter d'être dans l'analyse, dans la justification ou dans la recherche de pourquoi. Donc c'est passer du pourquoi à qu'est-ce que je ressens. C'est important de comprendre qu'après un entraînement important, une course, la seule question pertinente à se poser, c'est qu'est-ce que je ressens? Et attendre que le processus se fasse. Okay, et je vais vous expliquer comment il se fait. Donc pour comprendre ce processus, il faut comprendre nos émotions. Okay, d'abord, c'est être en pleine conscience de nos émotions. C'est vraiment là se reconnecter à nous-mêmes. Okay, donc on a 4 types d'émotions, on les appelle les 4 émotions primaires, okay, qui se construisent autour de 2 axes. Un axe d'énergie. Vous avez les émotions à énergie haute et les émotions à énergie basse. D'accord? En énergie haute, ce sont plutôt des émotions d'action. La joie, la colère, on a envie de bouger, de sauter, de se battre, d'accord? Mais on est plutôt dans l'action, envie de bouger. Et puis vous avez des émotions à énergie basse, plutôt la tristesse, la peur, on est plutôt des émotions de réflexion. Quand on est dans ces émotions-là, on se pose des questions, on peut se prendre la tête, d'accord? Mais on va avoir beaucoup de mal à agir. Et puis après, le deuxième axe, ici, c'est un axe positif-négatif, vision du monde, d'accord? Donc quand on est dans la colère et la tristesse, on a tendance à voir que le négatif. Okay, quand on est dans la joie et la peur, on a tendance à plutôt voir ce qui est positif. Alors, pour la joie, ça paraît évident à tout le monde. Pour la peur, on se pose la question. Donc l'idée, c'est que dans la peur, eh bien, ce qui nous fait peur, c'est ce qui est trop gros. Mais si on regarde une petite partie, là, ça peut être positif, d'accord? On peut arriver à voir ce qui est positif, d'accord? Donc, on utilise souvent l'image toute bête, mais un éléphant, ça se mange comment? Ben, avec une petite cuillère. C'est-à-dire que si on regarde un objectif en disant « pouf, c'est un éléphant », on ne va jamais y arriver, il est trop énorme. Par contre, si on se dit « ben voilà, je regarde juste la petite cuillère, qu'est-ce que j'ai à faire ?» Là, ça nous paraît plus facile à manger. Et donc, il y a un aspect positif si on le prend petit à petit. Donc ça va vous permettre, ce petit sigle-là va vous permettre de vous situer assez facilement et assez rapidement pour vous dire, là, je suis dans quel type d'émotion. Je suis plutôt en énergie, je suis plutôt en colère, je suis plutôt dans la joie, je suis plutôt... j'ai pas envie trop de bouger, je suis machin. Bon, et là, ben, c'est plutôt se poser, je me sens plutôt comment? Dans la tristesse ou dans la peur? Alors bien sûr, il y a tout un tas de nuances. Hein, la tristesse, la mélancolie, la frustration, la dépression, d'accord, sont des variables. La peur, et ça va du simple... la crainte jusqu'à l'angoisse, voire la terreur, d'accord? Donc tout ça, il y a des nuances, ok? Mais c'est important déjà de pouvoir identifier sur ce tableau
sur ce cycle, où est-ce que vous vous situez juste après une compétition. Donc quand il y a un échec, ben, où est-ce que vous vous situez? Et traverser les émotions, eh bien c'est quoi? C'est prendre ce tableau-là, alors que vous allez retrouver juste en dessous de la vidéo en téléchargement. Vous allez le télécharger, vous pouvez l'imprimer, et après une compétition, un entraînement, eh bien vous mettez, alors là on est toujours dans les échecs, d'accord? Vous mettez dans quelle émotion vous êtes. Donc vous voyez, j'ai mis toute une ribambelle d'émotions avec les 4 émotions primaires là. Ok, donc là, je vous ai donné un exemple. Il n'y a pas d'exemple type. Il y a juste une chose à retenir, c'est que vous allez passer par les émotions. Et le fait de marquer, alors là, soit vous marquez toutes les 2 heures, soit vous marquez chaque jour, etc. D'accord, c'est à vous de voir, mais essayez dans les premiers temps, après la compétition, de faire ça toutes les heures ou toutes les 2 heures. Et puis après, si vous n'arrivez pas à passer le cap, eh bien, vous ferez ça peut-être au moins 1 ou 2 fois par jour. Okay, donc, l'idée, c'est de passer par les émotions, le plus d'émotions possible. Hein, vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que ça passe par toutes les émotions. Alors, ça pourrait commencer tout de suite par la déception et la colère, d'accord? Et puis descendre, peu importe. Le tout, c'est d'observer qu'on ne reste pas dans une zone, qu'on balade bien dans toutes les émotions, et quand on est dans ces émotions-là sincèrement, c'est-à-dire qu'on ne se la raconte pas, on se dit, bah voilà, là, ça y est, je suis plutôt dans la sérénité, je suis détendu, j'ai envie d'y aller. Là, on peut, à ce moment-là, passer à l'étape 2, l'étape de recherche de solutions correctives, l'étape de mettre des plans d'entraînement pour s'améliorer, d'accord? Mais pas avant d'être dans ces émotions-là. Si on bouffe sa colère pour dire, allez, ok, maintenant je passe à autre chose, c'est une erreur. Donc l'idée, c'est juste de se poser la question de qu'est-ce que je ressens? Ah ben ouais, là je suis en colère, ok, c'est bien, machin, voilà. Donc vous voyez, c'est l'idée de traverser les émotions. C'est ça, faire un deuil. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de traverser ces émotions, d'accepter qu'on doit passer par toutes ces émotions-là. Et puis, naturellement, elles vont s'évacuer. Si on cherche à les évacuer trop vite, eh bien, en fait, on va les enfouir et elles vont ressurgir à un autre moment. Elles vont nous créer des mécanismes d'autosabotage. Alors, maintenant, la phase de capitalisation émotionnelle dans les phases de succès, d'accord? Donc, vous avez réussi un entraînement, vous avez réussi une belle course, et bien l'idée, c'est de développer l'esprit de la gagne, d'accord? Et pour ça, eh bien, on va associer du plaisir le plus près possible de la phase de réalisation. Le plus près possible de vos compétitions, associer du plaisir. Alors, par exemple, faire la fête avec des copains, avec des amis, avec la famille, vous célébrez ça au niveau relationnel, d'accord? Vous se faire plaisir, ok? Donc célébrer à titre personnel. Donc trouvez une liste de 10 récompenses que vous pouvez faire, et puis pour vous inspirer, c'est facile. Pensez à toutes les frustrations et les privations que vous faites pour vous entraîner, pour y arriver, et dites-vous que la récompense, c'est de vous autoriser une frustration, une privation, d'accord? C'est pas grave de reprendre. Au contraire, vous allez associer un plaisir, une récompense, et donc là, on développe l'esprit de la gagne. Pourquoi? Parce que mon esprit, il va se dire, chaque fois que je fais un exploit, j'ai une récompense qui m'apporte immédiatement du plaisir. Donc, après, inconsciemment, votre esprit va rechercher des solutions plutôt que des excuses. Il va avoir de la motivation plutôt que de se dire il fait pas beau, j'ai pas le matériel, etc., etc. Donc savoir faire des célébrations aussi, sachez faire des célébrations de petits succès au quotidien. C'est-à-dire n'attendez pas juste d'avoir gagné les Jeux Olympiques pour vous faire une célébration. Non, un petit succès au quotidien. Ce matin, j'ai été faire des séries de fractionnés. J'ai réussi à en faire une répétition de plus. J'en ai fait 5 au lieu de 4 la dernière fois. D'accord? Célébration, super. J'ai augmenté un petit peu ma vitesse. Célébration, super. Hier, j'ai réussi à pas me faire un goûter avec des sucreries, tout ça, machin, mais juste un fruit ou deux. Célébration, je suis content de moi, etc. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais Nico, tu comprends, si je vais courir 10 minutes et que je me dis, c'est bien, je vais célébrer ça, et puis je vais manger une forêt noire, je vais avoir bouffé tout le bénéfice. À court terme, tu as raison. À long terme, tu as tort. D'accord? C'est-à-dire qu'à long terme, tu gagnes à te faire une forêt noire chaque fois que tu cours des minutes, parce qu'après, tu vas avoir envie de courir 10 minutes tout le temps. D'accord? Personnellement, une technique que j'utilise avec mes athlètes et pour moi, c'est que quand je me remets au sport, systématiquement après le sport, je mange
une sucrerie. Okay, la sucrerie qui me fait plaisir. Okay, moi, c'est du chocolat ou des choses à base de chocolat. Systématiquement, je ne me pose pas la question de savoir si j'équilibre au niveau énergétique à court terme. C'est stupide. Par contre, ce que je sais, c'est que je m'autorise ces sucreries, des sucreries, que après le sport. Résultat, eh ben, j'ai envie d'aller faire du sport. Et si je ne peux pas aller faire du sport, je vais me trouver une solution parce que inconsciemment, je sais que derrière, il y a un plaisir qui est associé. Donc, c'est une manière de devenir addict à l'entraînement. Alors maintenant, la phase de capitalisation reconstructive, d'accord? Donc on a passé les phases émotionnelles, soit au niveau du deuil, d'accord? On s'est cocooné, on s'est fait du bien, etc. Soit, et on a vu passer toutes nos émotions, soit au niveau du succès. Maintenant, on va mettre en place un plan d'action constructif. Alors, l'idée, c'est comment tirer profit de ces erreurs et de ces échecs. Je dis de ces erreurs, de ces échecs, c'est très important de bien identifier que parfois on peut perdre sans avoir fait d'erreur. Mais on doit en tirer une leçon. D'accord? On a fait le truc super, mais on n'a pas eu le résultat qu'on veut. Ben, il y a une leçon à tirer qu'on ne voit pas forcément, etc. Donc comment on peut tirer des leçons de ça? Et ensuite, également, des fois on peut gagner, mais en ayant fait plein d'erreurs. Okay? Ben, il n'empêche que c'est intéressant d'en faire un débriefing. Donc pour ça, on va utiliser le modèle IAR, ok, donc vous allez voir, c'est un modèle extrêmement simple, basé sur identification, amélioration et identifier, améliorer et renforcer. D'accord? Il y a 3 étapes, 3 phases dans le modèle IAR. Donc la première phase du modèle IAR, identifier, eh bien, ça part d'abord sur une revisualisation interne, d'accord? Par exemple, quand je discutais avec Franck Exposito ou avec Miguel Martinez, tous les deux me disaient qu'après les entraînements ou à la fin de la semaine, ils aimaient revivre, nager tout simplement. Donc on revisualise, alors soit comme Miguel Martinez, c'est-à-dire qu'il va faire un petit tour de vélo pour se remettre dedans et revisualiser la course, revisualiser l'entraînement, d'accord? Ce qui s'est passé, c'est intéressant parce que ça nous donne des formations internes, des informations internes, comment j'ai ressenti, comment je me sens, etc. Ok? Ensuite, vous avez la vidéo qui nous donne des informations externes, qui est beaucoup utilisée, mais que je trouve limitante parce que c'est intéressant aussi de voir comment vous l'avez vécu avant de voir la perception externe, d'accord? Et puis, bon, de comparer les deux. En ayant fait ça, on va pouvoir identifier quoi? Eh bien, les points faibles, d'accord? Les points faibles à améliorer, qui vont nous permettre d'élever notre niveau de jeu et d'élargir notre champ de jeu, d'accord? Si par exemple, je me rends compte en revivant une course que, voilà, en haut des bosses, j'avais du mal, ou dans les accélérations, ou dans les sprints, j'ai du mal, eh bien, je vais pouvoir travailler ça et ça va élargir mon niveau de jeu, d'accord? Ensuite, on va identifier les points forts, les choses qu'on aime faire, les choses sur lesquelles on fait la différence. Et donc, en travaillant les points forts, on va pouvoir augmenter la confiance en soi et développer notre propre style. D'accord? Moi, je fais 1m86 pour 80 kg. Je peux m'entraîner très, 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 très dur dans les côtes. Je ne serai jamais un excellent grimpeur. Par contre, j'adore rouler, j'ai le physique pour. Si je m'entraîne, c'est là où je vais faire la différence. D'accord? Donc, autant identifier ces efforts-là et arrêter de faire, d'essayer de mettre un poisson au pied d'un arbre et il se dira toute sa vie qu'il est bon à rien, d'accord? Donc c'est ça l'idée. Ensuite, on va passer à la deuxième phase, la phase améliorée. Donc une fois qu'on a identifié les points forts, les points faibles, on va voir comment les améliorer. Okay? Donc là d'abord on va définir les priorités en fonction de la période. Si vous êtes en pleine saison, on va travailler plutôt les points forts pour être en pleine confiance et faire la différence. Si on est en intersaison, loin des objectifs, on va travailler plutôt les points faibles pour pouvoir avoir le temps de les améliorer, de les travailler, et on est loin des objectifs. Okay? Effectivement, en fonction des prochains objectifs, voilà, quelles sont les choses à travailler, hein, même si je suis en saison, je me dis si d'un coup j'ai une course qui va être en montagne, je vais plutôt travailler la montagne, d'accord? Et puis aussi en fonction des j'aime pas. C'est-à-dire ce que j'aime travailler, si je suis en pleine saison, je vais plutôt travailler ça, si je suis en intersaison, je vais plutôt travailler les j'aime pas.
Ensuite, on va faire des recherches. Et ça, c'est très important. C'est encore une fois ce qui fait la différence entre un amateur moyen et un bon amateur, ou voire un professionnel. C'est le fait de se dire, bon ben voilà, là-dessus, je croyais que j'étais bon en contre-la-montre, mais apparemment, ben, j'ai encore des choses à progresser. Alors, sur quoi, etc. Donc, je vais aller chercher des techniques, des méthodes sur Internet, auprès d'entraîneurs, voilà, à différents niveaux, d'accord. Donc, moi, ce que j'appelle des recherches externes, type entraîneur sur Internet, dans des magazines, dans des bouquins, auprès de formations, et puis des recherches internes, d'accord. Donc, je donne l'exemple d'Alain Bernard. Quand j'ai travaillé avec Alain Bernard, c'était intéressant de voir avec son entraîneur, de dire, voilà, il fallait arriver à faire 50 mètres en 25 mouvements de bras, par exemple, hein, c'est pas le chiffre exact, je m'en souviens plus pour être honnête, avec 25 mouvements de bras, être capable de faire 50 mètres quand il nageait vite, ben, l'idée c'est de dire comment tu peux, vas-y, cherche tes sensations avec ta main, avec tes bras, avec tes battements, etc., avec ta respiration, pour arriver à le faire quand 24 mouvements de bras, voire 23 mouvements de bras. Cherche par toi-même, ok. Et aussi, faisait de la recherche personnelle. Et en combinant ces choses-là, eh bien, il arrive à trouver une technique intéressante qui lui a permis d'être champion du monde, champion olympique et recordman du monde. D'accord. Donc là, l'idée, c'est, ben, vous ne passerez pas à côté, dans cette phase-là, de dire, je vais faire des recherches pour comment faire mieux les choses. C'est vrai au niveau de l'alimentation, la récupération également. Et enfin, tester les méthodes que vous aurez choisies, donc pour améliorer vos points forts, vos points faibles. Tester. Alors, l'idée, c'est de l'adopter, la nouvelle méthode, complètement, jusqu'à la maîtriser, et ensuite, vous pourrez l'adapter. Et ne pas faire l'inverse, ce que font les losers, c'est qu'ils apprennent une nouvelle méthode, et avant de l'avoir maîtrisée, eh bien, ils essaient tout de suite de l'adapter à eux en disant « Ouais, mais moi, c'est pas pareil parce que je suis gros, je suis grand, je suis maigre, je suis du sud, je suis du nord, etc. » Donc, ils essaient tout de suite de l'adapter. Et c'est une erreur. L'idée, c'est de faire pleinement la technique qui a fait ses preuves, que font des champions, etc. Vous la faites exactement. Et une fois que vous la maîtrisez, vous pourrez l'adapter avec tous les bons critères. Enfin, le modèle IAR se termine par une troisième phase, la phase de renforcement. Je sais quoi améliorer, mes points forts, mes points faibles. Je sais comment l'améliorer. J'ai établi des recherches et j'ai de nouvelles méthodes et stratégies. Ben maintenant, je vais les renforcer. Donc comment? Ben, je vais établir un plan d'entraînement, des solutions que j'ai adoptées. Qui fait quoi, quand? D'accord? C'est aussi simple que ça. Un petit tableau de dire, voilà le changement que je vais faire. Je vais me le mettre en place. Je vais essayer de travailler ça 2 fois par semaine. Voilà, je vais travailler mon coup de pédale, la phase de traction de mon coup de pédale, je vais le travailler 3 fois par semaine, le lundi, le vendredi et le dimanche, ok, à tel moment, de telle manière, etc. Sachez que dans la phase d'apprentissage, il y a 3 phases qui demandent du temps. La première phase pour acquérir une nouvelle technique, c'est ce qu'on appelle la phase d'acquisition. Je vais apprendre les étapes, étape 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je le répète jusqu'à arriver à la maîtrise, c'est-à-dire savoir enchaîner parfaitement les étapes dans le bon ordre et de la bonne façon. Et enfin, je continue à m'entraîner pour arriver à l'excellence, c'est-à-dire un processus automatique. Je fais toutes les étapes parfaitement et de manière automatique sans même y penser. Donc pour arriver à ça, il va vous falloir du temps. Et donc, ben, ce temps-là, et c'est même vrai au niveau physiologique, je veux dire, hein, quand je commence un type d'entraînement avec de l'intensité, le temps que je trouve mon coup de pédale à haute intensité, c'est pas le même que quand je suis en endurance, que je me sente à l'aise avec cette intensité-là, il va me falloir du temps. Donc, ben, c'est important de caler ça. Et bien voilà, maintenant, la phase numéro 3, on se retrouve tout de suite après.